J'ai vendu mes bijoux. J'ai eu des temps de sacrifices. J'ai eu beaucoup de choses et de personnes que j'ai perdues pour ce que je suis en train de faire. On n'était que 20. Ok. Aujourd'hui, on est 1000 un peu partout dans le monde. Je savais ce que je voulais. Parce que depuis toute petite, je savais que j'allais avoir une association. Allow me to reintroduce myself. My name is Ho. Hello les incroyables, la team incroyable. Bienvenue sur un nouvel épisode du Off Show, que vous nous écoutiez sur les plateformes d'écoute ou que vous nous regardiez sur YouTube. N'oubliez pas, premier réflexe, un like, un commentaire, des étoiles. Ça permet aux gens de voir le contenu qu'on fait, de voir les invités incroyables qu'on a et de partager de l'inspiration et de la motivation. Et aujourd'hui, j'ai un énorme sourire. Je suis hyper content parce que c'est quelqu'un que je voulais recevoir depuis. Elle fait partie de top de ma liste de gens que je voulais recevoir. Je suis flatté qu'elle ait eu du temps pour moi. C'est une inspiration. C'est une motivation. C'est une battante. C'est une activiste. C'est une maman. C'est une femme qui fait des choses. Je reçois Madame Sophie Gay dans le Off Show. Waouh! Comment vas-tu, Sophie? Je vais très bien, alhamdoulilah. Très bien. Est-ce qu'on t'a déjà présenté comme ça? C'est la question que je pose à tous mes invités. En tout cas, la preuve, j'ai dit waouh! Tu as vu, j'avais pas assez de mots pour dire tout ce que tu es. Attention, j'ai failli pousser des ailes là. J'ai dit, mais attends. Mais merci beaucoup. Non, un plaisir. Franchement, je pense que ça se voit pour les gens qui regardent l'émission. Mon sourire, je suis tellement content de te recevoir. Ça fait peut-être 15 minutes que Sophie et moi, on est là assis avant de lancer le tournage et que je me retiens de lui poser des questions, de lui poser tellement de questions parce que c'est la première fois qu'on se rencontre, elle et moi. Je la suis depuis longtemps, je connais un petit peu son parcours, mais et comme je lui disais, j'ai tout fait pour ne pas lire beaucoup de choses sur elle, pour garder ma fraîcheur et pour garder ma découverte, comme vous qui écoutez ou regardez le podcast. Donc Sophie, je te le redis encore, bienvenue. Merci. Enchanté de te rencontrer. Merci beaucoup. Quelqu'un qui ne te connaît pas, Sophie, aujourd'hui, comment tu te présentes? Alors, tout d'abord, bonjour à toutes les personnes, ou bonsoir, qui regarderont ton podcast. Une initiative extraordinaire. Merci. En tout cas, je voulais, si j'essaierai de me présenter. Ouais. Donc, je m'appelle Safietou Gueye, mais je suis plus connue sous le nom de Sophie. J'ai grandi à Anne-Mariste. Et j'ai fait mon cursus scolaire normal à l'école Immaculée, Sainte-Bernadette, école à Loire-des-Maristes. Et après, j'ai fait mes études supérieures à UCAO Saint-Michel. D'accord. Et en 2013, j'ai créé une association humanitaire qui s'appelle Les Racines de l'Espoir. Exactement. Et c'est un des chapitres, des grands chapitres de ta vie. Oui. Mais on va commencer étape par étape. Donc toi, tu es né ici. À Dakar. Grandi à Dakar. Exact. Tu es d'une grande famille, petite famille, c'est... Oui, bon, les familles sénégalaises, on dit toujours grande famille. Hein. Déjà, j'ai des demi-frères et des demi-sœurs, ce qui veut dire que j'ai une très grande famille. Parce que j'ai mes frères du côté de mon papa et ma maman qui ne sont pas ensemble. Donc, c'est une grande famille. C'est une grande et belle famille. Et belle famille. Et c'était comment l'enfance de Sophie? C'est quoi tes souvenirs d'enfance? Alors, il faut noter que j'ai grandi avec mon père. Ce qui veut dire, comme on dit en Wolof, Gormo Mayar, j'ai été éduquée par un homme. C'est pourquoi parfois on me dit, tu as des tripes d'homme, toi. Mais j'ai été éduquée par mon papa. Et pendant les vacances, j'allais voir ma maman, comme vous le savez. Avec les familles africaines, c'est comme ça. Il y avait les études et beaucoup de choses. Et voilà, j'étais une petite, vraiment dynamique. J'aimais beaucoup bouger, organiser des choses. Arrivé à Anne-Mariste, comme on dit, on appelait les jeunes qui étaient là-bas, des enfants, on va pas dire fils à papa, mais... On nous taxait souvent de personnes qui ne connaissaient pas bien la vie, bien couvées.
avec des parents qui ont tout fait pour que leurs enfants puissent réussir et avoir une au bonne moins éducation. le minimum. Ouais. Donc, on ne se considérait pas comme des enfants de personnes riches, mais au moins, on ne manquait de rien. Donc, j'aimais organiser des choses pour rassembler les jeunes, mais aussi, comme je disais, toujours leur montrer que pour vivre en communauté, il faut qu'on soit unis, qu'on puisse organiser des choses ensemble. J'adorais jouer au foot. Ah ouais? J'étais un garçon manqué. Attaquante? Milieu? Façon attaquante. Ah, Attaquante. Et ce qui était bien, c'est que même les vieux du quartier, quand ils revenaient de la mosquée, c'était 17h, ils me regardaient jouer avec les garçons. Ah ouais? Oui. Et voilà, j'ai eu une enfance normale. Ouais, une belle enfance. Belle enfance. Parce que généralement, lorsqu'on est dans ce que je suis, on va en reparler, c'est généralement des histoires tristes que les gens racontent. Juste que j'ai grandi, je n'ai pas grandi à côté de ma maman. J'ai grandi à côté de mes belles-mères. Donc, c'est normal, une maman à côté d'une fille, il y a des trucs qui manquent et c'est tout à fait normal parce qu'il y a la maman qui n'est pas à côté de sa fille. Sinon, à part cette partie, alhamdulillah. Et c'est marrant que tu dises, donc déjà très jeune, tu as organisé des choses. Exact. Et j'ai été même présidente du bureau de notre école pendant plusieurs années. Je pense que c'est à cause du baccalauréat qu'on ne m'a pas reconduite en tant que présidente. Est-ce que tu te souviens C'est quoi ton premier souvenir d'organiser quelque chose? Comment dirais-je, les foyers socioculturels de l'école, ce qu'on appelait les FOSCO, j'organisais les événements. Et tous les maristes préparaient la journée culturelle de l'école à Loire. Et j'étais la présidente. Donc, comme je disais, c'était bien, c'était des concerts, c'était des pièces théâtrales. Tu vois les gens se développer, ceux qui voulaient être des acteurs. Et à bas âge, je jouais à cibler les gens. Quand je regardais quelqu'un, je disais, lui, il peut être un chanteur demain. Lui, il peut être un journaliste demain. Lui, elle peut être ceci, elle peut être cela. Donc, j'organisais des choses. C'est vrai que c'était ma première année. On va parler de la première année de notre journée culturelle. C'était bien. J'étais très jeune et j'ai pu organiser dans une école qu'on venait tout juste de créer aussi. Parce qu'à Loire, il y avait l'école mariste avant à Loire. À Loire, à cette époque, c'était juste une petite école. D'accord. Et on arrivait à mobiliser toutes les autres écoles qui étaient autour de l'école à Loire pour que les élèves puissent venir participer à des événements avec nous. Et maintenant, c'est une très, très, très grande école. Tout le monde prépare ses journées culturelles d'école à Loire. Et j'aimais tellement organiser des trucs. Je me rappelle aussi que j'ai organisé un concert. Nous, on habite au Maris, ça fait quoi? On va dire 23 ans, 2001, 2024. Et c'est vrai que mon père me voyait être dynamique, aller à gauche et à droite. Mais j'ai eu, comme on dit, Sophia, yo dangam fit quoi. Toi là, tu fais de ces trucs, on te demande où est-ce que tu trouves cette imagination. Donc, comme on venait de déménager, j'ai vu que c'était un quartier quand même très calme. Tout le monde était chez eux. Genre, les voisins se connaissaient, mais il n'y avait pas de vie dans ce quartier. D'accord. Il n'y avait pas de vie. À part bonjour, il n'y avait pas de lien. Il n'y avait pas de lien. Ça, les bonjours, c'est vrai, il y avait nos papas qui allaient à la mosquée et tout. Mais lorsqu'un quartier a une vie, on le sent. C'est les enfants, c'est les jeunes, etc. J'ai organisé un concert. Et tiens-toi bien, je n'ai même pas prévenu mon père. Concert de quartier? Concert de quartier. Donc, avec les jeunes, j'ai dit, on va organiser un concert, on va mettre de la musique, on va danser, on va inviter des artistes et tout. Je vais avoir quoi? Même pas 18 ans. C'est ça, j'ai demandé, t'avais quel âge? Même pas 18 ans. Je pense que je devais avoir peut-être 16 ans et j'ai pu mobiliser les jeunes du quartier. Parce que tu sentais que le quartier ne vivait pas? Tu t'es dit, je vais créer quelque chose pour que le quartier se rassemble? Déjà, on commençait à se voir des week-ends, aujourd'hui chez Sophie, demain chez Anta, après-demain chez Mariama, etc. Et j'ai organisé ce concert tranquillement. Et mon père, il est du genre, il est strict. Lorsque tu fais un truc,
tu préviens tes parents. On apprend, on fait des bêtises quand on est jeune. Bien et sûr. là, on t'apprend. On te dit, tu ne dois pas faire ceci. Tu n'as pas le droit de faire ceci sans prévenir tes parents, etc. Donc, j'ai organisé le concert. Au moment où le DJ commençait l'animation, on était en train de manger, hein, J'ai peur. le déjeuner. On était en train de prendre le déjeuner, là, un très bon tiep même. Mon père entend de la musique derrière. Il dit, mais tiens, c'est quoi ça? C'est de la musique ici? Et toi, tu sais ce que c'est? Oui. Je lui ai dit, il y a un concert ici. Il dit, un concert? Qui a organisé le concert là? Et je lui ai dit, moi. Il m'a dit, mais Sophia, dans mes fontos. Genre, mais attends, mais t'es sérieuse? C'est-à-dire, toi, tu organises un concert dans le quartier sans prévenir personne. Il a fallu que je négocie toute ma vie, c'est-à-dire que les gens puissent venir discuter avec nous pour que je puisse au moins Sortir. Ouais, là, c'est sûr. sortir de chez moi pour pouvoir participer à cet événement-là. Participer au concert que toi, tu organises. Que moi, j'ai organisé sans prévenir mes parents. C'est-à-dire, j'ai tout organisé et c'était bien. Mais comment t'as fait? T'avais pas de fonds? T'avais des fonds? J'avais pas de fonds. On a cotisé. Ouais. On a cotisé. Et lorsqu'on est dans un quartier et qu'on explique, il y a des gens dans des quartiers, ils sont open. Je ne sais pas si... Bon, on a nos parents, mais il y a toujours ces parents-là et ces personnes-là, des tontons des tatas qui aiment bien voir ces jeunes regroupés ensemble et qui disent, je vais vous encourager. Si tu arrives à voir ces gens-là, facilement, ils louent des podiums, des chaises pour toi. Et c'est parti comme ça. Après, depuis lors, les papas de mon quartier, les mamans, le maire, dans mon propre quartier, j'étais une personne qui organisait beaucoup de choses dans le bon sens. À l'école aussi, même chose, et ainsi de suite. Donc, c'est marrant. J'étais leader dans beaucoup de choses. Donc, depuis jeune, tu as eu ce déclic de rassembler les gens. Exact. Mais est-ce que tu as déjà réfléchi et essayé de te dire d'où ça te vient? Est-ce que tu serais capable de te dire, OK, je pense que ce côté organisation, rassemblement, il me vient de là, ou il me vient à cause de ça. Est-ce que tu visualises ou tu sais pas du tout? Du tout, je sais pas. Ouais. Je ne sais vraiment pas. Ouais. Mais tout ce que je sais, c'est que je n'aime pas ne pas agir. C'est-à-dire, lorsque je vais quelque part et que je vois une situation, surtout côté humain, côté social, si je vois des gens qui ne sont pas sociables, si je vois des gens qui n'aiment pas aller vers les autres, j'aime regrouper, j'aime réunir les gens. Je pense que c'est juste l'amour que j'ai de voir les gens être ensemble, les gens vivre, les gens être contents. C'est tout simplement ça. Okay. L'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est ça qui te booste. Et donc, à l'école, quand arrive le lycée, tu t'orientes vers quel cursus? Est-ce que tu fais quoi? Une première S, L, L? La littérature. Littérature. Je déteste tout ce qui était mathématiques. Sérieusement, au baccalauréat, je savais que j'étais littéraire. Ouais. Donc, l'épreuve de maths, je n'ai même pas cherché à écrire quoi que ce soit. J'ai tout simplement recopié le sujet, allé rendre ma feuille. Et pourtant, j'ai eu le bac d'office. J'ai rendu ma feuille. Et je suis allée apprendre, réviser encore l'histoire et géographie, l'anglais, etc. Je suis littéraire. Ouais. Donc, soit tu es là à écrire... voilà, j'ai gagné du temps. Ouais, tu as gagné du temps. J'ai juste recopié. Et comme on ne peut pas te donner 0, au bac, je n'ai pas honte de le dire, on m'a mis 1. Ouais. Donc, tu fais ton bac, tout, et donc... L, oui. Bac L. Et donc, après ton bac, qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu sais déjà ce vers quoi tu veux t'orienter? Et qu'est-ce que tu choisis de faire? À la base, je voulais être avocate. OK. Pour défendre la couche vulnérable. Je disais toujours, je vais être avocate parce que je ne veux pas voir des gens qui n'ont pas les moyens. Il y a trop d'injustice, etc. Et après, j'ai vu que mon père, il était directeur administratif financier dans des sociétés de la place, mais que dans des sociétés de communication et publicité. D'accord. Donc, étant petit, on allait à son bureau, on voyait tout ce qui était affiches publicitaires, ce que son entreprise faisait.
Et j'ai eu une passion pour tout ce qui était communication. D'accord. Et j'ai fait du marketing com. D'accord. Voilà. Je me suis orientée vers le marketing. Marketing com. J'ai été un peu influencée par mon père. Ok. Ton père a un rôle très important. Depuis tout à l'heure, je sens que quand tu en parles, il a un rôle très, très important. C'est lui qui m'a éduquée. Ouais. On peut dire que donc c'est lui qui a fait de moi ce que je suis Bien sûr. aujourd'hui. Est-ce qu'il avait un côté social comme toi ou tu le voyais? C'était un financier. Ouais. Lui, c'était tout ce qui était finance, etc. Il était une personne aussi. Beaucoup de gens venaient passer des vacances à la maison. Il aimait gâter les gens, mais la famille surtout. Ouais. Il est très famille. Ouais. La famille de ses femmes. Ouais. Donc, c'est une personne, oui, sociable. Il prend soin des gens qui sont autour de lui et bien soin même. Ouais. Voilà. Mais Et le social commence par ça aussi. Prendre soin des gens qui sont autour Tout à de toi. fait. Déjà, la base, c'est la base. Prendre soin de tes fondations Exactement. avant de pouvoir prendre bien soin des autres. Exactement. Et donc, à ton orientation après le bac, tu avais déjà ce côté aussi, avec cette idée de devenir avocate, d'impacter sur les autres et de pouvoir défendre et donner une voix aux autres. Exact. Donc, finalement, tu t'orientes vers le marketing. Communication, oui. Et à quel moment, je vais dire, Sophie Gay, comment je vais formuler ça? À quel moment Sophie Gay, qu'on connaît sur les réseaux, apparaît? Parce qu'à cette période-là, est-ce que tu es déjà aussi... Parce que tu es impliqué dans ta vie de quartier, tu es impliqué peut-être dans d'autres associations, tu me confirmeras ou pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a un passage où tout d'un coup, tu décides que non, ok, je vais utiliser mes connaissances, je vais utiliser mon savoir en marketing et je vais utiliser ma voix et ma parole pour défendre ou mettre en avant ceux qui n'ont pas cette possibilité de s'exprimer. À quel moment ça arrive dans ta vie? Très bien. Je pense que pour le marketing, moi, je suis une personne qui ramène tout à Dieu et c'est très sincère. J'ai l'habitude de dire que l'homme ne sait rien faire et que nous sommes comme des marionnettes. Chaque personne a son destin. Et je m'explique. Parce que c'est pas... En fait, le marketing n'avait rien à voir avec la personne que je suis devenue aujourd'hui, la personne que les gens connaissent. Mais Dieu m'avait... En fait, c'était comme si c'était très bien calculé. Parce que c'est vrai que j'ai des compétences en marketing et communication. C'est moi qui gère tout ce qui est comme de l'association. Parce que c'est de la communication qui fait que les gens puissent vous suivre, Bien sûr. vous accompagner. Bien sûr. Donc, imagine si j'avais fait autre chose que de la communication. Tout à fait. Donc, tu n'aurais peut-être pas l'impact que tu as aujourd'hui. Parfois, on a l'impression qu'on fait des choix juste comme ça. Mais lorsqu'on est préparé à faire quelque chose, lorsqu'il arrivera un moment où tu te poses et tu réfléchis, tu sauras, comme on dit en Wolof, que doci dara, que tu n'y es pour absolument rien. Ouais. Il y a ce qu'on appelle le destin. C'est ce qu'on appelle des missions qu'on doit accomplir. Et lorsqu'on doit accomplir des missions, on est outillé. C'est comme si Dieu te prépare. Aujourd'hui, je dirige des milliers de personnes un peu partout dans le monde. Si un homme ne m'avait pas éduqué et que j'ai les épaules, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que j'aurais pu? Bien sûr. Est-ce que tu aurais pu gérer ce stress? Est-ce que j'aurais pu gérer... Il y a des hommes qui sont autour de toi, qui travaillent pour toi. Si tu étais cette petite fille, chichichi, coquette, on ne sait jamais. On t'écraserait. Voilà. Bien sûr. Voilà, tout simplement. Bien sûr. Je ne sais pas que les autres femmes ne sont pas fortes, mais il y a ce qu'on appelle... Il faut être outillé. Et toutes ces femmes fortes et indépendantes aussi ont ce côté homme-là. Ouais. Et c'est important. Et comme tu l'as dit, c'est à la base, à la fondation, ton père t'a donné des outils. Exactement. Ton père t'a donné des outils qui te permettent d'avoir une voix. Exactement. Et de ne pas te laisser faire par la société ou par les choses. Et donc, comme tu dis, il y a d'autres femmes qui malheureusement n'ont pas pu avoir ces outils et qui n'ont pas ces codes-là. Et avec même parfois des situations que tu traverses étant jeune. Ok, tu n'es pas avec ta maman. Qu'est-ce que tu dois faire? Quand quelque chose arrive, tu dois être une personne forte. Tu dois apprendre à être forte. Tu dois apprendre à aller de l'avant. Parce que la maman, c'est la base de la vie. Ouais.
Lorsqu'on a mal, on a envie de voir notre maman, on a envie de se coucher sur elle, etc., etc. Donc, on t'apprend à te battre, à te relever, à y aller parfois seul. Parce qu'un papa, c'est un papa, mais aussi une maman, c'est une maman. Tout à fait, chacun a son rôle. Elle est irremplaçable. Oui. Tu peux avoir des belles-mères gentilles qui aimeraient t'aider pour ceci ou cela, mais une maman est irremplaçable. Pour la bonne et simple raison que elles sont tout pour nous. Maintenant, comme on dit, jar jar, tout ce que tu endures, la personne qui t'éduque, la formation que tu as fait qui t'aide plus tard, et même pour parler encore, pour confirmer, je vivais à la maison chez mon père avec mes demi-frères qui habitent maintenant avec leur maman. Donc, chez mon père, qu'il a une maison familiale qu'il a construite à hauteur de plusieurs millions, il s'est battu, etc., etc. Mais dans cette maison, aujourd'hui, des enfants qui sont dans des situations vulnérables, ils vivent à Anne-Mariste. C'est-à-dire, pour répondre à la question tout à l'heure, est-ce que tu voyais ton père faire le social? J'ai dit, j'ai vu mon père prendre soin des gens qui sont autour de lui. Et plus loin, il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que construire ta maison, te battre, jusqu'à ce que ça soit tu vois ta fille, que dans cette maison, il n'y a que des enfants qui ne sont pas ses enfants à lui. C'est-à-dire, c'est juste que ta fille a une passion, elle a envie de soutenir des enfants. Tout ce qu'on amène comme don, c'est là-bas même qu'on a créé l'association au siège. Il est actuellement aux États-Unis. Dis-toi que c'est moi seule qui suis chez lui, en train d'y accueillir des enfants, de gérer cette maison et d'avoir même créé ma propre boîte dans cette maison. Si ce n'est pas du social, c'est quoi? Bien sûr. Maintenant, pour le marketing, quand j'ai appris le marketing, je suis allée, le marketing com. J'ai travaillé avec des sociétés de la place, des agences de com, en freelance. Et je répète encore une fois, le destin, c'est important dans la vie d'une personne parce que tu es outillé pour ce que tu dois faire. Parce que tu peux avoir des études, avoir un CDD ou un CDI. Généralement, c'est l'idéal. Mais est-ce que si j'avais eu un contrat de ce genre après mes diplômes, j'aurais eu le temps que j'ai aujourd'hui? Bien sûr que non. Donc, très tôt, comme par hasard, je mets dans ma tête, moi, je n'ai pas envie d'avoir des contrats, je n'aime pas trop les bureaux. Je veux juste travailler en freelance, utiliser mes compétences, travailler avec une agence de com, tu me payes mon argent, voilà. Je bosse en freelance. Tu voulais garder ce côté liberté. Liberté. OK. Et je ne savais pas le pourquoi. Ouais. Juste après le bac, je donnais des cours à tous les enfants du quartier. Juste après le bac. OK. J'apprenais à gagner ma vie, à être indépendante. Pour 2 raisons. Je voulais effectivement être indépendante financièrement, ne pas dépendre de quelqu'un ou de quelqu'un. Deuxièmement, c'est, on peut dire, une année où, du côté maternel, je suis aînée là-bas, je voyais mes frères et sœurs grandir un peu. Et heureusement que j'ai commencé très tôt à être une personne indépendante. 2 ans plus tard, leur papa est décédé. Je vais y revenir. J'aimerais un peu rester sur le marketing que j'ai fait, parce que c'était ça ta question. Après, j'ai travaillé en freelance. Et un de mes amis est venu me voir pour me dire qu'une ONG, on peut dire une branche des Nations Unies, parce que j'ai été là-bas. Beaucoup ne savent pas. Une branche des Nations Unies, parce qu'il y a l'UNICEF, là, il y a avait besoin d'une, comment on appelle ça, des télécom operators. Et la dame qui le faisait était en congé de maternité. Donc moi, en allant, la personne ne m'avait même pas dit que c'était une branche des Nations Unies. Sophie, écoute, il y a une ONG qui a besoin de... Je suis allée postuler. Et ce qui était drôle, lorsque je suis arrivée, j'ai vu des dames bien sapées, bien trucs. J'ai dit, mais moi, je suis où? J'ai vu UN, something like. J'ai dit, OK. Donc j'ai dit, oh, j'ai même pas de chance. J'étais comme d'habitude, hein, très simple, pantalon simple, un petit truc. Et j'ai fait l'entretien. On m'a retenue. C'est comme ça que je suis entrée dans leur système. Après avoir fait le télécom operator, avoir été la personne qui réceptionnait les appels, etc., je partais en mission avec eux. Dans la vallée du fleuve Sénégal. Donc très tôt, je gagnais petit à petit ma vie. Je travaillais. Parce que lorsqu'on voit Sophie, présidente de l'association Les Racines de l'Espoir,
c'est peut-être certaines personnes peuvent se poser la question, qu'est-ce qu'elle fait derrière, professionnelle. J'ai travaillé après mon bac. Avant d'avoir des diplômes, je commençais à travailler. C'est moi qui donnais des cours à tous les autres enfants du quartier qui ont eu l'entrée en 6e à cette époque. Ils vont regarder peut-être. Après, j'ai fait tout ce qui est campagne de communication. J'écrivais la campagne, je me faisais payer et j'allais sur le terrain pour des banques de la place, des grandes surfaces de la place. Et j'étais très jeune. Non seulement, et je savais très tôt comment gagner de l'argent sur de ton front, faire doucement. Parce que lorsque tu écris la campagne, tu es déjà payé pour ça. Bien sûr. Mais tu vas encore sur le terrain. Bien sûr. Avec des autres agents pour pouvoir travailler. Et lorsque j'ai intégré l'ONG de la place, je partais en mission de temps en temps. D'accord. Et en un moment, on est toujours à Anne-Marie, les gens grandissaient, on faisait nos études, chacun partait à gauche, à droite. Je sentais qu'on perdait encore notre sociabilité. OK. À la maison, j'ai appelé les jeunes du quartier. Je leur ai dit, j'ai envie de créer une association. Et c'est là qu'on a créé l'association. Ah ouais? C'est comme ça que l'association se crée? Est née. J'ai envie de créer une association. Je leur ai expliqué un peu. On n'était que 20. OK. Aujourd'hui, on est 1000 un peu partout dans le monde. Waouh. On n'était que 20. Donc, tes racines et des ailes, tu le crées parce que tu sens que ton quartier où tu as grandi, cette communauté qui t'a vu grandir, devenir la jeune femme que tu es, est en train de se perdre. Exact. Et tu te dis, OK, comment je vais faire pour recréer cette ambiance, recréer ce lien social pour qu'on puisse ensemble faire des activités. Et faire des activités. Tu dis, bon, je vais créer une association. Et donc, finalement, tu réussis à rassembler 20 personnes autour de toi pour lancer l'association. Et je savais déjà ce que je voulais faire. Ah oui. Mais tu sais comment j'ai commencé? En 2013, c'était la vingtaine, 18, 19, 20 ans, moyen âge. Donc, c'est des gens, tu viens, tu leur dis, venez, on va faire du social. Peut-être ils vont te suivre. Mais est-ce qu'ils seront réellement concentrés dans ce qu'ils font? Parce que l'âge est important. Arrivé à un stade de la vie, on a envie de s'épanouir, de connaître la vie. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec des activités de jeunes. On a continué. Avec tout ce qui est environnement, rendre propre le quartier, organiser des trucs pour les filles, ce qu'on appelle des sabbats dans les quartiers. Oui, oui. C'est-à-dire tout ce qui peut rassembler, réunir. Mais je savais ce que je voulais faire. Et après, j'ai dit, OK, on va commencer à... Il y a un dara à côté, une école coranique à côté. Est-ce qu'on ne va pas prendre les habits qu'on ne porte plus pour essayer d'aller donner ça à des enfants? Et pourquoi même cuisiner un repas? Le concept déjeuner pour tous est né là-bas. J'ai dit, nous, on ne va pas prendre le reste de nos repas pour donner ça aux enfants. Je savais ce que je voulais. Parce que depuis toute petite, je savais que j'allais avoir une association. Je rassemblais, au-delà de ce que je faisais pour les jeunes, je rassemblais tous les enfants qui étaient en situation vulnérable et je partageais avec eux le repas qu'on me donnait à la maison. C'est pas possible. Je leur faisais entrer par la porte du garage pour qu'ils puissent manger avec moi. Il y avait un petit, le fils du gardien, il s'appelait Wali, il était handicapé. J'étais tellement petite, je ne pouvais pas l'aider parce que je n'ai pas l'âge pour l'aider à se faire opérer. J'étais petite, je devais avoir 11 ans, 12 ans. Lui, le petit Wali, 6 ans. Il passait toujours par la porte du garage pour manger à la maison. Parce que, comme on dit chez nous, il y a le jogonal, bungon joté, tout le monde mange. Et je pensais que les gens n'étaient pas au courant. Mais chez moi, les gens savaient que le petit Wali mangeait avec moi. Je prenais les habits de mes petits frères, je lui donnais, etc. Donc, je savais depuis longtemps que j'avais envie de créer une association pour aider les autres. Tu savais que c'était dans ton ADN? Et je le savais. Ouais. Je savais très bien ce que je faisais. Et les jeunes m'ont dit, on est partant. On est parti faire notre première activité, donner des habits aux enfants talibés, faire un déjeuner avec eux. Ils ont apprécié. Et c'est là qu'a déclenché les racines de l'espoir. En même temps, je continuais à partir en mission. Avec l'ONG avec qui tu travailles? Avec l'ONG. OK. Et mon responsable
me disait, tu pensais qu'on ne savait pas que parfois, lorsqu'on allait en mission, je disais que j'étais malade. C'était pour pouvoir aller aider aussi d'autres personnes. Et c'est mon responsable qui me donnait la permission. Ok. Et ce qui m'a le plus encore touchée, c'est que tu sais ce que tu as envie de faire parfois dans la vie. Mais est-ce que tu te donnes les moyens? Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu prends ce qu'on appelle le temps nécessaire de cogiter? Les nuits d'insomnie, les nuits que tu passes à regarder le plafond et te dire, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, t'organiser. Parce que comme on dit en Wolof, dara xëyul sotti. Tu ne peux pas juste te lever un bon jour et faire un truc pour que ça réussisse. Non, il faut des temps, des heures, beaucoup d'amour et de passion. Donc après, je suis repartie en mission et c'est là que lorsqu'on mangeait, j'ai vu dans un journal, on a écrit une petite fille souffrant d'insuffisance rénale a besoin d'aide. Déjà, avant même de voir le texte, par inadvertance, j'ai posé ma main. C'est comme ça a glissé un peu. C'était un papier. Donc, je m'asseyais pour manger. Et ma main a glissé sur le papier. J'ai fait ça. J'ai vu le visage d'une petite fille. C'est ça. J'ai découpé cette partie et j'ai mis dans ma poche. Donc, après le dîner avec les agents, dans ma chambre, j'ai lu. Petite fille souffrant à l'époque, je ne savais même pas. Je connaissais l'insuffisance rénale comme maladie. Oui, tu connaissais le nom, mais tu ne sais pas qu'est-ce que ça implique, bien sûr. Je regarde et j'ai vu le numéro de la maman, j'appelle. Donc, on faisait déjà des activités dans les daras. Nos habits, les déjeuners pour tous, les repas. Excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre, mais les activités, tu faisais quoi ça? Une fois par mois, une fois par... Une fois par mois, on peut dire. D'accord. On s'organisait comme les associations au début. Hein. Le mois de mars, on fait ça, le mois d'avril, etc. Et j'ai découpé cette partie du journal. Déjà, j'avais déjà un compte normal Facebook Sophie Gay, comme toutes les personnes. Oui, toute personne de ton âge. Oui, de mon âge. Et comme je te dis, je m'appelle Safietou. Du côté de mon père, qui m'ont éduqué, tout le monde m'appelle Sophia. D'accord. Du côté de ma mère, tout le monde m'appelle Sophie. Ok. Et tout bêtement, en créant mon compte Facebook, je n'ai utilisé ni Safietou, ni Sophia. J'ai utilisé Sophie Gay. Donc, les gens me connaissent avec le nom de... C'est quand même fou. C'est-à-dire, du côté de ma mère, tout le monde m'appelle Sophie. Parce que mon homonyme s'appelle Sophie. Mais chez mon père, tout le monde dit Sophia. Sophia. Maintenant, j'ai découpé, j'ai lu. J'ai pris le numéro de la maman de l'enfant, j'ai appelé. Bonjour madame, comment allez-vous? J'ai vu que votre fille est malade, etc., etc. Elle m'a expliqué, oui, elle est malade. Je dis, je suis en mission, je viendrai vous voir. Elle me dit, d'accord madame. Déjà avec ma voix, tout le monde pense que je suis une... À l'époque là, j'étais une grande dame. Elle me fait, d'accord madame, Inch'Allah, on va t'attendre, etc. J'avais quoi, 21 ans, 22 ans? Oui. Et je suis rentrée, je suis allée à Pékin. C'est là où habitait la petite. Et lorsque la maman m'a vue, j'ai dit, bonjour madame, je viens voir votre fille qui est malade. Elle me dit, moi j'attends une dame qui s'appelle Sophie. J'ai dit, c'est moi. C'est moi. Elle me dit, quoi? J'ai dit, c'est moi. Elle me dit, ok, entre. On a discuté. J'ai vu la petite. La première question que j'avais posée à la petite femme, c'était, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Elle me dit, je vais aller. Tout ce que je veux pour le moment, c'est aller à l'école. À l'école, bien sûr. Ma maladie me ronge, j'arrive pas à se jouer comme tous les autres enfants, aller à l'école, etc. Et elle a quelle maladie? On me dit insuffisance rénale. Je regarde, je prends les papiers et je dis à la dame, écoutez madame, moi, on me suit un peu sur les réseaux sociaux avec les activités que je fais, les dons, etc. Les gens me soutiennent. Je vais créer une page, je l'appelle « Femme a envie de vivre, redonnons-lui le sourire ». Son père est ancien militaire. Il faisait partie de la discussion. Jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi ils ont eu confiance en moi. Et à partir de là, est partie une très, très, très belle histoire. Elle n'est plus de ce monde. Je n'ai jamais pu parler de cette histoire sans pleurer. Je n'en parlais même plus. Donc, à chaque fois que tu verras mes interviews sur YouTube ou wherever tu me vois en train de pleurer, c'est à cause de cette histoire. Là, j'ai encore la force d'en parler. Donc,
quand on a créé les Racines de l'Espoir, on a fait des activités. J'ai découvert la maladie de la petite. J'ai créé une grande campagne de communication sur les plateformes. Et même à l'international, des gens soutenaient ce combat. Parce que c'était un combat qui s'appelait « Je suis femme ». On portait les t-shirts. Ces mêmes jeunes qui allaient à l'école avec des chauffeurs, qui étaient dans leur coin, etc. C'est ces mêmes jeunes qui descendaient, limite mendier, pour qu'on puisse avoir des fonds pour que la petite puisse se soigner. Mais je pense que les parents ont eu confiance en toi parce que je me mets à la place des parents, voir une jeune fille qui débarque chez toi du jour au lendemain, qui ne te connaît pas, qui ne correspond pas, je vais dire, au code. Tu as l'habitude de voir des personnes âgées, des trucs comme ça, et de voir cette personne qui a peut-être pris son taxi pour venir jusque chez toi, effectivement, qui a peut-être pas les moyens financiers de pouvoir t'aider, mais qui a... Finalement, je pense qu'ils ont vu l'envie. Et ça. Ils ont vu l'envie en toi de te battre autant, voire plus que pour cette petite fille. Exact. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que c'est ce que les parents... C'est ce qui a dû les toucher et leur faire dire on a confiance en elle et on va y aller avec elle. Je me suis attachée à cette petite. Bien sûr. Et vice-versa. Bien sûr. C'est-à-dire, ça fait 11 ans que je suis dans le social. J'ai rencontré des enfants. Mais l'attachement que tu as eu pour elle... Pour cette petite, c'est toujours inexplicable. Bien et sûr. Vice-versa. Parce que lorsqu'on a commencé la collecte, à chaque fois qu'on se battait jusqu'à avoir une somme, je courais ramener ça chez la maman. Et comme c'est l'insuffisance rénale, on l'hospitalisait de temps en temps. Quand elle est à l'hôpital, il faut que tu prononces mon prénom pour qu'elle puisse prendre ses médicaments. D'accord. Et qu'elle puisse accepter d'aller de l'avant. Il y avait sa maman à côté. Il faut que tu lui dises, Sophie arrive aujourd'hui, elle doit amener ceci, ça. Et elle a beaucoup de courage. Et là, elle commence à vouloir avancer, etc. Donc, avec la petite, ça a duré 2 longues années. Je ne lâchais pas. Après, même le médecin-chef m'a amené dans son bureau pour me dire, est-ce que tu connais bien cette maladie? Tu sais que pour le moment, c'est une maladie. Elle a besoin qu'on l'opère pour ceci ou cela. J'ai continué le combat. J'ai été sur le terrain, des nuits d'insomnie. Des personnes qui te disaient que ce n'est pas possible. D'autres qui te mettaient les bâtons dans les roues en allant derrière peut-être dire d'autres intentions aux parents de l'enfant. Mais on était devenus comme une famille. Déjà, à ce niveau-là, il y a des gens qui essayent autant de te mettre les bâtons dans les roues. Oui, c'est comme ça. Mais heureusement, comme je disais, le papa de l'enfant est un ancien militaire. C'est pas des gens que tu peux berner ou que tu peux... Voilà. Ils ont vu le temps que je passais, soit avec les membres ou même seul, parce que les membres ne sont pas tout le temps disponibles. Le temps que je passais sur les réseaux sociaux, nos lives, je montrais aux gens que cette petite fille avait besoin de vous. Je conjugue au passé parce qu'elle n'est plus de ce monde. Mais, après plusieurs années de combat, surtout les premières années, les gens aussi voyaient que j'étais jeune. Engagée aussi, une jeune engagée dans cette cause-là. On parle d'insuffisance rénale. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait? Oui. Je sais que les gens se posaient cette question. Est-ce qu'elle est sérieuse? Donc tout le monde... Mais c'était devenu après une très grande chaîne. Tout le monde soutenait la petite femme. Et à un moment, on nous a dit il faut qu'elle puisse faire une opération. Greffe-là de rein. Donc, on a discuté. Sa maman voulait faire l'opération avec elle. Là, on nous demandait beaucoup d'argent. J'ai lancé la campagne Je suis femme. Les Sénégalais, d'autres pays, beaucoup de gens avaient décidé de contribuer. Donc, on avait commencé jusqu'à ce que la première dame, à l'époque, la femme du président Macky Sall, de l'ancien président de la République, nous appelle pour nous dire qu'elle va prendre en charge la petite pour qu'elle puisse voyager. Et c'était le Maroc. Donc, on l'a amenée là-bas. Avant qu'on puisse parler de greffe, c'est que la petite était tellement malade que la maladie avait affecté ses yeux. Elle ne pouvait plus voir. Et c'était un peu difficile, mais lorsqu'on a fait des procédures pour le Maroc, après, elle commençait à retrouver le sourire. Ouais. On s'est battu. La première dame a appelé au téléphone. Elle m'a demandé un numéro de compte pour virer l'argent. À l'époque aussi, je ne pouvais pas donner de numéro de compte.
je lui avais demandé de traiter directement avec l'hôpital. Et je saute toujours cette partie-là parce qu'il y a des choses qui se sont passées derrière qui ont fait qu'une fois, avant de partir au Maroc, elle m'a dit « Sophie, je suis contente d'aller me soigner. J'aimerais bien guérir et pouvoir t'aider dans ta cause qui est noble. » Je dis « Inch'Allah, Inch'Allah, tu vas guérir. » Et je suis du genre à tenir mes promesses. Et j'ai appris, je l'ai dit à une émission que j'ai fait, j'ai appris avec cette histoire de la petite à ne jamais, jamais, jamais faire de promesses comme ça. Parce que l'homme propose et Dieu dispose. Bien sûr. Je lui ai dit, tu vas guérir et on va aller ensemble sur le terrain, etc. Donc, je l'ai accompagnée à l'aéroport, elle m'a fait un câlin. J'ai jamais cherché à faire partie des personnes à qui on a payé leur billet d'avion. Et j'ai rejoint la petite au Maroc, mais avec mes propres avec tes frais. propres moyens. Elle est partie. Lorsqu'elle partait, elle est partie avec un grand sourire. J'ai dit, ouais, au revoir ma belle. On s'est fait des câlins. Elle est partie avec sa maman. Arrivée au Maroc, c'était bien 1 mois plus tard. Ouais, il faut que la petite revienne. Revienne pourquoi? Non, elle doit faire des... D'abord, la première chose qu'il m'avait dit, c'était l'argent qu'on a envoyé, une partie de l'argent qu'on a envoyé ici est fini. Et c'était insuffisant, donc il faut que vous complétez. C'est pourquoi je dis que je préfère sauter cette partie. Parce qu'après, lorsque j'ai rappelé, ils m'ont dit automatiquement, non, c'est pas ça. Il faut que... Sûrement, ils ont su d'où venait le premier transfert. Donc, pour éviter tout ce qui est amalgame, problème et tout ça, ils nous ont servi le fait de venir au Sénégal, suivre son traitement pour ensuite revenir au Maroc. Ça ne tenait pas. Pas debout, bien sûr. Donc ça, c'était sa mère et moi, on a communiqué. J'étais d'abord partie la voir. Oui. Je suis rentrée. Lorsque je suis partie la voir à l'hôpital, elle était contente. Sophie, je vais bientôt être opérée. Et nanana. Parce que c'est ça, pour pas que les gens oublient, pendant que tu fais tout ça, toi, tu bosses toujours à l'ONG. Je partais en mission. En mission. Parce que lorsque tu pars en mission, tu gagnes de l'argent. Oui. Et 2 mois, 3 mois plus tard, on te rappelle. C'est pourquoi je dis toujours que Dieu te prépare. Je n'ai jamais eu de CDD ni de CD. J'ai travaillé en freelance. Et pour l'ONG, si j'avais continué le télécom operator, je serais en contrat. Donc, je ne pourrais pas me déplacer. Donc, imagine, je remplace une femme qui était en congé de maternité. Elle revient, on commence à m'envoyer en mission dans la vallée du fleuve Sénégal. Ces missions-là, c'est quelque temps, tu gagnes de l'argent et on te rappelle 1 mois ou 2 mois plus tard. Dieu est grand. Extraordinaire. Parce que ces 2 mois-là, pour une jeune fille qui gagne une somme là, je peux vivre avec. Oui. En attendant qu'on me rappelle en Pour mission. la prochaine mission. Donc, ce qui veut dire que ce creux que le bon Dieu avait laissé, c'était pour me préparer à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais n'empêche, je travaillais toujours en freelance, parce que c'est quoi, comment on dit, un consultant ou autre, c'est du marketing. Donc, pendant que tu t'occupes de cette petite fille, tu as des missions avec l'ONG, tu as des missions freelance. Oui, en marketing. Ouais. Parfois, c'est juste des campagnes de com que tu écris et que tu puisses donner ou vendre à l'entreprise et eux, ils déroulent. Ouais. C'est parce que je veux vraiment que les gens comprennent que le temps que tu consacrais et l'amour que tu avais pour cette petite fille, parce que une fois que tes heures de travail étaient finies, tu te consacrais 100% à elle, comment faire pour l'aider, comment faire pour lui apporter de l'aide à sa famille et à elle, quoi. C'est exactement ça. Et lorsqu'elle était au Maroc et qu'on nous a appelé, on nous a dit oui, l'enfant ne peut, il faut qu'elle rentre et tout. Donc j'ai dit à sa mère, comment tu vas faire pour lui annoncer ça? Elle me dit, je ne sais pas. Je lui passe mon téléphone. Elle a donné le téléphone à la petite. Je lui ai dit, femme, il faut que tu reviennes au Sénégal. C'est pourquoi j'ai dit, ils ont dit juste que tu as des analyses encore à refaire ici. Parce qu'elle était déjà malade, déjà confiante. Je n'avais pas envie de la priver. Bien sûr. Elle me dit, ok, d'accord. Bon, ok, d'accord, c'était avec une tristesse que je ressentais. Mais il fallait que je sois forte pour qu'elle aussi soit forte. Donc, je lui ai dit ça. Et après, lorsque j'ai raccroché mon téléphone, j'ai essayé de joindre les personnes qu'il avait envoyées au Maroc et je n'arrivais plus à les joindre. Donc, je vais économiser mon temps et mon énergie pour ne pas parler de ça. Bien sûr.
Et donc, comme on n'arrivait pas à les joindre, j'ai demandé à sa maman la date de retour. Elle m'a donné, je suis partie la prendre à l'aéroport. D'accord. Je l'ai amenée à l'aéroport sans chaise roulante, souriante. Et j'ai accueilli une petite dans une chaise roulante, très triste. Elle me fait, je ne rentre pas à Pékin. Parce qu'en quittant chez moi à Pékin, je leur ai dit, je vais aller me soigner. Comme je ne me suis pas soignée, je n'ai pas envie d'aller rentre. là-bas. Je l'ai amenée à la maison. On est partis à la maison ensemble et on a commencé tout ce qui était discussion de oui, c'est bon, on va voir, on te ramène à l'hôpital, on va voir ce que les médecins vont dire et tout, etc. 2 jours plus tard, elle a piqué une crise. C'est ma petite sœur qui l'a portée sur son dos pour descendre les escaliers pour qu'on puisse l'amener à l'hôpital. On l'a amenée à l'hôpital, j'ai essayé de joindre ces mêmes personnes qui s'étaient engagées. C'est-à-dire, si je dis ça, c'est que je pouvais au moins continuer cette campagne que je faisais. Parce que... Mais comme tu avais eu l'engagement des gens, tu avais arrêté la campagne. Justement. Parce que tu t'étais dit, Justement. ils vont En fait, m'aider. je dis que je ne vais pas pleurer parce que à chaque fois que je parle de cette histoire... Oui, ça te fait... Je comprends ta douleur. Parce que tu avais confiance en l'engagement de certaines personnes. Tu avais donné ta parole à une petite fille. Je ne parle même pas de cet engagement. Ouais. Je parle de la Petite fille. Ouais. C'est-à-dire, je pouvais continuer ma campagne. Ouais. Peut-être réunir cet argent, manager cet argent et sauver la petite. Mais Sophie, moi je veux te booster. Parce que aujourd'hui, comme tu as dit, tu crois en Dieu. Dieu t'a fait vivre cette épreuve-là pour justement te montrer que tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Peut-être que l'épreuve a été dure. L'épreuve a été dure, on le voit qu'elle est encore dure pour toi. Si tu veux, il y a des mouchoirs. L'épreuve est dure pour toi. Mais peut-être que si tu n'avais pas vécu cette épreuve, tous ces enfants que tu aides aujourd'hui, tu ne les aurais pas aidés. Effectivement. Comme tu les aides aujourd'hui. On va y revenir. Cette petite fille est un ange qui est venu te donner des ailes. C'est un ange qui est venu. Bien sûr. Voilà, désolée, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je ne peux pas sauter cette partie de mon histoire, mais à chaque fois, c'est comme ça. C'est normal. Voilà. Donc, je ne peux pas parler de comment je suis devenue la personne que je suis devenue sans parler de cette petite. Cette petite est la base. Non seulement on connaissait déjà l'association, mais lorsque j'ai porté le combat, tout le monde s'intéressait à mon profil. Et tout le monde commençait à soutenir Sophie. Parce que cette petite était malade, les gens avaient envie d'aider et de la voir guérir. Donc, je disais qu'en partant au Maroc, ce n'était pas une personne qui... je n'ai pas mis sur une chaise roulante. Elle est rentrée en étant sur une chaise roulante. Elle est venue à la maison, on l'a portée. J'ai rappelé, j'ai quand même rappelé parce que le jour où elle a piqué une crise et qu'on l'a amenée à l'hôpital, je continuais toujours à appeler ces personnes-là qui s'étaient engagées. Parce que tu te battais pour elles. Mais parce que quand j'appelais, je n'arrivais pas à joindre ces personnes qui s'étaient engagées à la soutenir. Donc, on l'a amenée à l'hôpital. Et voilà, ils ont repris un traitement et tout ça. Et j'ai dit à sa maman, lorsqu'elle partait au Maroc, j'avais dit aux Sénégalais qu'elle allait au Maroc. Je vais encore publier pour dire qu'elle est là et qu'elle a besoin d'aide parce que je n'arrive pas à joindre les personnes qui s'étaient engagées à la soutenir. J'ai publié, ça a fait un tollé. Les gens commençaient à se poser des questions. C'est quoi cette histoire? Elle a été amenée au Maroc pour qu'on la soigne. Sophie, pendant que les gens se posaient des questions, moi, tout ce qui m'intéressait, c'était l'état de santé de la petite. J'ai fait mon devoir en informant que la petite femme est rentrée. De la même manière où tu as informé les gens qu'elle allait pas bien. Qu'elle allait pas bien. Que finalement, on l'a pris en charge. Qu'elle va au Maroc. Bien sûr. De la même manière. J'ai quand même essayé pendant 2 jours de joindre ceux qui avaient promis de la soutenir. Et j'ai informé les Sénégalais. Ça a fait un tollé. Et tiens-toi bien, les personnes que je n'arrivais pas à joindre m'ont appelé pour me dire pourquoi tu as publié que la petite est rentrée au Sénégal. Il fallait nous appeler. Si tu nous avais appelé, on t'aurait
Et là, j'ai pété un câble. Bien sûr. Bien sûr. J'ai pété un câble. J'ai jamais accepté. Donc, les journalistes m'appelaient à l'époque pour parler de ça, mais je voulais vraiment pas que ça soit politisé. Oui. Ou Et je pense pas que c'est voilà, ce que tu voulais qu'on retienne. Là, toi, tu étais tellement concentré sur sauver cette petite fille que c'était pas ce que tu voulais qu'on retienne. Donc, après, 2 jours après, je suis partie à l'hôpital. Sa maman m'a dit que elle arrivait, elle veut pas. Elle veut plus se retourner ni parler à qui que ce soit. Elle se tordait de douleur. Et lorsque je suis venue, elle m'a dit, elle pouvait pas ouvrir ses yeux. Elle m'a dit, Sophie, je lui ai dit oui. Elle m'a serrée et elle m'a dit, tout ce que je veux, c'est mourir. En fait, je n'en peux plus, je n'ai plus envie, je suis fatiguée. Donc là, j'ai craqué, moi aussi j'ai commencé à pleurer. Son père m'a sorti de la chambre et m'a dit, rentre chez toi. J'ai dit non, il me dit, rentre. Ne reste pas ici, parce que tu ne vas pas bien, rentre. Et en fait, je suis passée de dire à une personne, tu vas guérir, à entendre la dernière fois de sa bouche, la dernière chose que j'ai entendue de sa bouche et qui me ronge, je pense qu'il me fera pleurer jusqu'à la fin de mes jours, c'est « Sophie, laisse-moi mourir. Dama sonn, dama bëgg, laisse-moi mourir, dama bëgg et tout. » Donc, quand je suis rentrée, j'ai pleuré, voilà. C'était insupportable. Et c'est vers 6h du matin, 7h, que sa maman m'a appelée pour me dire qu'elle est finalement décédée. Et ça a été un choc. Je suis tombée dans une dépression qui n'était pas visible. C'est-à-dire les gens... Mais ils le savaient. Et j'ai eu le soutien de tous les Sénégalais, de toutes les personnes qui étaient autour de moi pour m'aider à sortir de cette situation. J'étais beaucoup plus jeune. Oui, tu étais atteinte, c'est normal. Voilà, et c'est là qu'ils m'ont aidée à aller de l'avant. C'est en l'aidant que j'ai découvert la maladie que vous voyez maintenant sur les réseaux sociaux, des enfants qui souffrent des maladies de la peau. Oui. Et c'est elle qui m'avait dit, c'est elle qui avait dit à la maman du petit qui devait payer une ordonnance et à qui on avait dit que ton enfant-là allait mourir parce qu'il souffre d'une maladie rare et que cette maladie est incurable. C'est la petite femme qui a dit à la maman de l'enfant, attends, il y a une fille qui vient. Lorsqu'elle viendra, tu parleras avec elle. Ne quitte pas pour le moment l'hôpital. Donc la petite femme rencontre ce petit garçon à l'hôpital. Elle l'a pas rencontré. Elle était à l'hôpital avec le petit. Ouais. D'accord. Donc, le petit était à côté. D'accord. Et c'est une maladie. Lorsque tu vois, tu sais, c'est des personnes qui ont l'air brûlées du corps. Lorsque tu vois sur mes réseaux, tu vois. C'est le petit Mohamed que j'appelle mon chéri, qui a aujourd'hui 8 ans. Et l'histoire que je te raconte là, le bébé n'avait même pas 2 semaines. Ce bébé-là est devenu un grand garçon que tout le monde suit sur les réseaux sociaux. Donc, quand je suis arrivée, la maman m'a montré l'enfant. Moi-même, j'étais choquée. C'était la première fois que je vois. Aujourd'hui, c'est plus de 35 personnes qui ont cette maladie rare, qui vivent au Sénégal, qui bénéficient du soutien de notre association. Mais je l'ai connu grâce au petit Mohamed. Pour les gens qui ne connaissent pas le petit Mohamed, qui nous suivent, si je ne me dis pas de bêtises, le nom de la maladie... C'est l'ichthyose congénitale. L'ichthyose congénitale. Oui. Et j'avais lu un article où ils disent la maladie du poisson, c'est ça? La maladie du poisson. Du poisson, c'est ça. C'est ça. Pour les gens qui veulent se renseigner, voir quelle est cette maladie, qu'ils puissent aller chercher. Donc, c'est la petite Fama qui est avec ce petit garçon et qui dit à la maman de ce petit garçon... Ne rentre pas, ne sors pas. Ne baisse pas les bras, il y a quelqu'un Il y a quelqu'un qui va venir. Machallah. Et lorsque je suis venue, j'ai été choquée de voir le petit qui avait l'air brûlé. Surtout à 2 semaines de vie, il est tout petit, faible. J'ai toujours la première ordonnance que j'avais payée, les dettes à l'hôpital. Je l'ai toujours gardée. Et j'ai dit à la maman, Yàlla moo yor dund ak dee. Dieu seul sait qui va mourir demain. Garde ton enfant, garde la foi. Donne-moi tout ce qui est ordonnance et facture, on va aller payer. Et j'ai fait le nécessaire. Et lorsque je suis allée faire des recherches sur cette maladie, j'ai vu qu'elle était incurable. Mais pas mortelle. Mais cela ne m'a pas... Je me suis dit, OK, c'est pas parce qu'une maladie est incurable que tu vas baisser les bras.
tu vas soutenir le petit Mohamed. Et je l'ai fait. Et tu le fais jusqu'à présent. Exactement. Ouais. Et avec Fama, je voulais qu'on l'amène en Europe pour qu'elle puisse faire l'opération qu'elle devait subir. On n'a pas pu obtenir un visa pour elle. Et tiens-toi bien, avec Mohamed, on a pu aller en Espagne ensemble. La vie est incroyable. La vie est incroyable. Ça veut dire que c'est grâce à cette petite que j'ai connu Mohamed. Ouais. Cette petite n'a pas pu se faire soigner en Europe, faute de visa, mais Mohamed est allé en Espagne pour qu'on puisse bien faire des recherches sur sa maladie rare. Et c'est en Espagne que j'ai eu plusieurs informations sur les causes de la maladie, comment les traiter, etc. Et avec Mohamed aussi sur les réseaux sociaux. On est apparu ensemble sur les réseaux sociaux. C'est là que les gens ont connu aussi l'ichthyose congénitale. Ouais. Ça, c'est après le décès de Fama. Ouais. Moi, c'est grâce à toi. Je te le dis très honnêtement, c'est grâce à toi que j'ai connu cette maladie. Je n'en avais jamais entendu parler, je ne l'avais jamais vue. Exact. Et le premier contact que j'ai, c'est par le biais justement des réseaux où je découvre ton combat et je découvre ce que tu fais pour venir en aide à ce petit garçon. Exact. Et c'est comme ça que j'ai connu le traitement. Petit à petit, j'ai commencé à faire des appels. Le petit apparaissait. C'était fait exprès parce que généralement, lorsqu'on le faisait avant, je le faisais, c'est choquant. Pourquoi tu montes l'enfant comme ça? Mais il faut que les gens savent. Oui. En fait, s'ils ne découvrent pas. Bien sûr. Si tu n'es pas au courant d'un problème, tu ne vas pas savoir qu'il existe. Apporter de solutions. Bien sûr. Et en fait, le problème, c'est que les réseaux, on dirait que les gens veulent que ça soit que beau, que ça soit que lisse, Exact. qu'on ne parle que du positif. Exact. Et alors qu'aujourd'hui, c'est un des meilleurs moyens pour justement sensibiliser et mettre la lumière sur des problèmes ou sur des maladies comme tu dis. Exact. Et on a commencé. Les gens commençaient à nous offrir des médicaments. On faisait des lives de sensibilisation. Et je précise que chaque chose, chaque médicament ou produit que je donnais à ces enfants, ils étaient suivis par un dermatologue. Ils sont toujours suivis par docteur Ibrahima. Oui. Voilà, c'est un dermatologue. C'est une maladie qui affecte la peau et les yeux. Donc, ils ont un double traitement, dermatologique et ophtalmologique. D'accord. Donc, tous les produits qu'ils utilisent sont d'abord validés par le dermatologue. Et c'est là que je puisse, par exemple, te dire, voilà, si tu me dis, je vais aider les enfants, quel produit acheter, je vous donne les noms, vous pourrez l'acheter et ils font leur traitement. Donc, c'est parce que j'ai montré Mohamed que d'autres femmes qui ont des enfants comme ça se sont rapprochées de moi. Et on a créé une grande communauté de personnes souffrant de cette maladie. Aujourd'hui, ils sont partout au Sénégal, souffrant de la même maladie. Chaque fin du mois, ils viennent à la maison pour pouvoir récupérer les médicaments de ces personnes-là. Est-ce que tu dirais en termes de chiffres pour que les gens réalisent aujourd'hui, c'est combien d'enfants comme ça que tu... 35. 35. 35. Et ça, c'est 35 parce que ces familles ont eu vent de ce que tu fais. Donc ça veut dire qu'il y en a peut-être plus dans le Sénégal qui ne sont pas encore au courant de tout ce que tu fais et qui... Mais moins. Peut-être, même s'il y en a plus aussi, avec les réseaux et même dans les hôpitaux, tu amènes ton enfant qui a cette maladie, il te redirige vers moi. Ouais. Donc, et ça, c'est impressionnant. C'est la force de ce que tu as réussi à créer. T'imagines que le système de santé, exactement. Aujourd'hui, plutôt que de dire on va traiter cet enfant, disent allez voir Sophie et son association. Parce que déjà, elle a déjà des médecins compétents qui suivent les enfants. En plus, elle a une grande chaîne de solidarité avec les membres de l'association qui collectent tout ce qui est produit nécessaire pour vous. Avant de savoir que la maladie était incurable, parce qu'au début, je disais que j'ai fait des recherches pour savoir que la maladie était incurable. Ça, c'était quelques mois plus tard. Parce qu'avant, je faisais des collectes financières pour acheter ces médicaments. Et lorsque j'ai vu que la maladie était incurable, j'ai arrêté tout ce qui est collecte financière. Parce que j'ai dit, les gens ne peuvent pas passer leur temps à me donner de l'argent. D'accord. Tout le temps, c'est plus facile de demander des produits que de demander de l'argent. Donc, je demandais après des produits et c'était facile. Les pharmaciens, tout le monde jusqu'à présent. Donc, ça, c'est la phase pharmaceutique, médicale, santé.
Et après, j'ai vu, parmi plusieurs histoires racontées de ces personnes qui ont cette maladie, qu'on traitait certains de ces enfants, parce que les gens ne connaissent pas la maladie, de sorciers, d'enfants de je ne sais pas quoi, maudits. Et certains parents disaient même, on leur disait d'amener l'enfant dans la brousse, de le déposer là-bas et de partir. Et c'est grâce aux sensibilisations, aux images que nous postons, aux lives que nous avons faits pour parler de la maladie, que certains parents eux-mêmes ont su ce dont souffrait leur enfant. Et ils se sont rapprochés de nous. On a continué les campagnes ensemble. Toutes les images que vous voyez, on prenait ces images-là pour continuer la sensibilisation. Et on disait tout le temps, sortez. Sortez de votre coin. Ne vous cachez pas. Sortez Soyez fiers de vous, Sortez. de votre silence. Ne vous cachez pas, parce qu'ils cachaient même les enfants. Les parents disaient, on avait honte de sortir avec nos enfants. En faisant les recherches un petit peu avant notre discussion, justement, j'avais vu une jeune fille, puisque c'est plus une petite fille, c'était une jeune fille, c'était l'interview avec Roman que tu as fait. Voilà. Qui expliquait qu'elle ne sortait que la nuit parce qu'elle ne supportait pas le regard, les moqueries des autres enfants et tout. Effectivement. Maintenant, elle est sur TikTok, elle danse, elle est épanouie. Ouais. C'est ce qu'on appelle... Elle a un travail grâce à toi. Elle a un travail. Et c'est la partie confiance en soi. C'est-à-dire, au-delà d'aider ces personnes à avoir tout ce qui est médicaments, il faut essayer aussi de leur montrer qu'ils sont comme nous, des êtres à part entière, qui font partie de la société. Oui. Et c'est l'autre aspect. Et le dernier, c'est l'éducation. Ils ne sont pas acceptés dans les écoles, que ce soit l'école normale ou l'école coranique. C'est quand j'ai commencé à taper sur la table que certaines personnes ont commencé à accepter, peut-être 2 ou 3. Est-ce que c'est des autres qui viendront, ou les bébés qui n'ont pas encore grandi, qui ne sont pas encore grands, ils auront cette chance. Donc c'est là où est né le projet de l'école de l'espoir. C'est-à-dire, lorsque j'ai parlé de ce projet, parce que lorsque Mohamed a eu l'âge d'aller à l'école, j'ai fait le tour des écoles et les gens refusaient ou créaient des fausses excuses. Des fausses excuses. Non, il faut qu'on parle avec les parents. Est-ce que vous avez le dossier médical de l'enfant qui montre que la maladie n'est pas contagieuse? On vous rappelle. Et un jour, le petit m'a posé la question à savoir, mais pourquoi je ne vais pas à l'école? Et je disais, oui, on attend un peu, je suis en train de négocier pour ça. Et c'est là que j'ai eu le projet de construire une école pour eux. C'est le projet qu'on a commencé il n'y a pas longtemps. Et lorsque j'ai eu le projet, un monsieur m'a entendu en parler, sa maman est décédée et il a hérité de plusieurs maisons. Il m'a donné une de ces maisons qu'on a démolie pour construire cette école de la classe de CI jusqu'à la classe de terminale. Wow. On a commencé la construction de cette école et on a bien avancé. Je n'ai pas encore commencé officiellement la campagne de collecte, mais les gens commencent à contribuer petit à petit, ceux qui connaissent, ceux qui suivent un peu, ceux qui me suivent un peu. Donc, parce qu'en tant que mère caticienne, je suis en train de préparer une bonne campagne de communication sur l'éducation de ces enfants. Et c'est autour de cette campagne que cette collecte officielle commencera. Donc, l'école de l'espoir est différente de cette belle maison que vous voyez, qui est la maison de l'espoir. Est-ce que tu peux justement nous raconter comment est née cette maison de l'espoir? Comment tu as amené ce projet? Comment tu as réussi à le réaliser? La maison de l'espoir, que je rappelle, est différente de l'école de l'espoir qui est en construction actuellement. La maison de l'espoir est une maison, un centre d'accueil pour enfants qui peut accueillir jusqu'à 60 enfants, qui a un réfectoire, un jardin, potager, un terrain de football, tennis, basket pour les enfants. Et lorsqu'on est touché par une cause, il ne s'agit pas seulement de faire juste des actions et de partir, d'oublier. On parle d'enfants. Je pense que tu te rappelles de l'histoire que je t'ai racontée, nos habits et les déjeuners qu'on organisait dans les daras ou pour les enfants en situation de rue. Donc, plus j'avançais, plus je faisais des recherches. Parce qu'au Sénégal, aussi beau que soit ce pays, aussi rempli de belles âmes, c'est un pays qui regorge d'enfants en situation de rue. Et c'est pas...
actuellement, ils font partie du décor. Oui, C'est-à-dire voir un enfant talibé est devenu quelque chose de très normal. Ce n'est plus choquant, malheureusement. Mais on parle d'un pays de combien de pourcents de musulmans, combien de pourcents de chrétiens, un pays de croyants, le pays de la teranga, le pays que tout le monde aime. Mais dans ce pays, il y a des enfants qui sont dehors. Et ce n'est pas, une image que le Sénégal devrait refléter. Et tout le monde a été sensible. Hein. À chaque fois que tu vois des gens, je veux créer une maison pour les enfants, je veux aider les enfants. Nous, en commençant nos actions 10 ans avant, je commençais à dire, les déjeuners pour tous, c'est des actes ponctuels. Les visites médicales dans les daras, les circoncisions, les dons pour les enfants, parce que les enfants déjà sont séparés en catégories. Vous avez un nongo qui est très différent, c'est-à-dire c'est des daras bien encadrés, où un enfant va pour apprendre le Coran. Oui. Qui est bien, parce qu'effectivement, nous tous musulmans, on est passés par l'apprentissage du Coran, que ce soit dans une école coranique ou hors d'une école coranique. Et vous avez des personnes qui exploitent des enfants, qui se cachent derrière la religion, mais c'est facile à savoir lorsque tu demandes juste à un enfant de te réciter un verset du Coran et qu'il n'y arrive pas, c'est parce qu'il n'est pas dans un dara. Il passe beaucoup plus de temps dans la rue. Il y a les enfants en situation de rue, c'est-à-dire un enfant qui est dehors, que tu ne peux pas cibler, par exemple, son foyer ou son dara, parce que c'est un enfant en situation de rue. La deuxième catégorie d'enfants en situation de rue, c'est le parent lui-même, qui est dans la rue et qui est avec son enfant que vous voyez. Donc, pour trouver une solution à un problème, vous ne pouvez pas mettre tous ces enfants dans... C'est ce que tout le monde fait. Parce que ce n'est pas comme Sophie qui est intéressée par la petite enfance et qui souhaiterait apporter des réponses réelles à cela. C'est différent. Donc, lorsqu'on a commencé les dons avec les enfants, les déjeuners, autour d'un plat, j'écoute les enfants. Certains viennent de milieux défavorisés. Ils sont victimes de leur environnement. D'autres ne viennent même pas du Sénégal. Ah ouais. Donc là, ce n'est plus Sophie, parce que Sophie n'est ni ministre, ni autre chose. Donc, c'est plutôt des contrôles à faire. C'est autre chose. Et je me suis rendu compte qu'il y a des enfants qui vivent à l'intérieur du pays, qui sont dans des situations très difficiles, ou dont même les parents sont dans des situations difficiles. Et qu'au Sénégal, il n'y a pas assez de centres d'accueil pour un pays qui regorge d'enfants en situation de rue. Lorsqu'un problème est là, pour trouver une solution, il faut des projets concrets. Et c'est là où m'est venue l'idée des maisons de l'espoir. Le projet, ce n'est pas la maison de l'espoir. C'est d'en faire. C'est d'en faire plusieurs. Et dans des zones où les enfants sont dans le besoin. Parce que ça, ce n'est pas que Dakar. Ce n'est pas un problème qui Donc, lorsque le mal est là, il faut couper le mal à la racine. Non, il n'y a pas que Dakar. C'est à Dakar que les personnes viennent. Oui. Soit pour mendier ou chercher de quoi se nourrir, ou parfois des parents qui laissent leurs enfants dehors, chose qui n'est pas du tout normale. Mais quand tu veux régler un problème, il faut couper le mal à la racine. Et la racine, c'est quoi? Aller dans les zones défavorisées. Vu aujourd'hui la personne que peut-être Sophie est devenue, je suis une petite personne, mais je dis cela parce que je veux dire que maintenant, je suis suivie, les gens t'aident, etc. Je pouvais peut-être en créer ici à Dakar. On a des pouponnières ici, non. Mais la solution ou les solutions que je recherche, ce n'est pas dans ces zones. C'est dans les zones où le besoin est là. Et c'est là qu'on a construit la première maison de l'espoir pour y accueillir des enfants orphelins. Les enfants qui sont dans les villages environnants, qui pourront venir, parce qu'à la maison de l'espoir, au premier étage, il y a 3 salles. La salle d'alphabétisation, la salle des tout-petits et la salle pour l'étude coranique. Ce qui fait que les enfants, même qui sont dans les villages et qui traînent, soit parce qu'ils n'ont pas d'extrait ou autre excuse, whatever, ils viendront à la maison de l'espoir, apprendre, puis rentrer chez eux. Donc c'est ça l'essence du projet. Un centre d'accueil pour enfants, un centre pour pouvoir les former, les éduquer, et aussi un milieu où, dans quelques années, on pourra dire que c'est dans ces maisons-là que nous avons formé les enfants qui peut-être n'avaient vraiment pas de chance ou d'avenir.
C'est ça, le projet de la Maison de l'Espoir. Et on l'a construit en quoi? On va dire 4 ans, voire même 5 ans, parce que c'était avec du financement participatif. Ouais. Je me rappelle que j'avais emprunté de l'argent à quelqu'un qui m'est très proche. Et cette personne m'a dit, écoute, c'est pas toujours comme ça. Quand tu es dans quelque chose, toi, tu veux coûte que ça se réalise. Et quand la personne m'a dit ça, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis allée vendre mes bijoux et j'ai continué la construction de la maison. En un moment, je me sentais seule. Je me disais, mais les gens voient ce projet-là. Pourquoi ils ne soutiennent pas? Mais c'est là que je me suis rendu compte que le bon Dieu voulait que ça soit une maison qu'on a construite avec beaucoup d'amour, que personne ne pourra venir demain dire que c'est moi qui ai financé cette maison. À part on a une société qui s'appelle, je pense que tout le monde le connaît, Auchan, qui avait investi pour le réfectoire, le jardin potager et l'énergie solaire. Et lorsqu'on a inauguré la maison, ça a été la fierté de tous les Sénégalais. Et un havre de paix et d'amour pour les enfants. Ils sont là-bas, là, actuellement. Oui. Et lorsque je les vois chaque matin, je réalise qu'une personne doit suivre sa passion et aller au bout de ses rêves. Parce que c'était un rêve quand j'étais petite. J'allais construire une maison pour les enfants. Il y a une de mes tantes qui me disait que lorsque mon père, que ma famille, du côté de mon papa, on achetait des maisons de poupées pour moi, Oui. ma tante me disait que tu n'acceptais pas que les gens jouent avec cette maison. Je dis, pourquoi? Je ne me rappelle pas de ça. Elle me dit, tu disais que c'est la maison pour les enfants qui n'ont pas de papa et maman. Je ne m'en rappelle pas. C'est des personnes qui racontent ça. Okay. Et aujourd'hui, la Maison de l'Espoir est là. C'est un rêve devenu réalité. C'est un rêve qui s'est réalisé. Mais aussi, je l'ai fait aussi pour montrer à tous ces jeunes Africains que lorsqu'on nous dit souvent que ce n'est pas possible d'y arriver, que vous, les jeunes Africains, vous n'avez pas d'ambition, vous ne pouvez absolument rien faire ou rien réaliser, vous pourrez au moins sortir la Maison de l'Espoir pour dire, regardez. C'est une réponse aussi. On souffre aussi beaucoup du syndrome du white savior. C'est-à-dire le blanc qui quitte... attention, je ne suis pas raciste. Oui, non, mais je pense que les gens comprennent bien ce que tu dis. Voilà, pour venir sauver l'Afrique, etc. Mais comme on dit en Wolof, au moins lorsqu'ils viendront pour aider, ils verront qu'il y en a qui ont les déjà Africains commencé. s'aident d'abord eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Parce que certes, tu es le visage qu'on voit, tu es la parole, tu es celle qui prend la parole, mais comme tu as dit, je pense que moi, ce qui m'impressionne aussi dans ce que tu fais, c'est comment tu as réussi à rassembler les Sénégalais, et les Sénégalais surtout de l'extérieur. Quand je vois l'amour qu'ils te donnent, quand je vois comment ils te reçoivent, quand tu es en déplacement et tout, je pense que tu as réussi à faire que tous ces gens qui sont loin de chez eux se sentent participer à la construction d'un Sénégal meilleur, qui se sentent participer à quelque chose de plus grand que eux-mêmes. Je sais, aujourd'hui, on parle de la maison, mais tu construis des puits aussi. Tu veux construire des mosquées, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et pour moi, je ne pense pas avoir vu quelqu'un comme toi qui a réussi autant à rassembler Sénégalais du Sénégal, Sénégalais de l'extérieur, dans un même combat, dans une même volonté, et avec tu sais, toujours ce côté positif que tu as. Et je trouve que ce qui est aussi inspirant, c'est ta transparence. Parce que ça ne doit pas être facile. Tu sais, je pense que c'est peut-être une partie de la discussion qu'on aura. Ça ne doit pas être facile de récolter de l'argent, avoir de l'argent, et après les gens te regardent et disent bon, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire avec. Tu vois? C'est vrai. Et tu es très transparente, tu partages beaucoup, tu montres beaucoup ce que tu fais, tu mets des visages sur justement ce combat que tu mènes, tu montres la joie que tu apportes à ces enfants, le bonheur que tu leur apportes, et tu libères la parole. Et ça, pour moi, je trouve que c'est exceptionnel ce que tu fais. Et
et que les gens comprennent bien. C'est pas comme si t'as pas 60 ans, t'as pas 70 ans. T'es une jeune femme. T'es une jeune femme, mais qui a décidé de prendre à bras le corps ses combats et de dire, je vais pas abandonner mes frères et sœurs. Et est-ce que ça n'a pas été, je vais dire, en fait, je pense que j'ai la réponse, mais je pense pas que ça a été dur parce que c'est pas ce que tu as envie, mais tu sais, il y a des moments où tu as peut-être envie de vivre ta vie de Sophie, tu vois, parce que finalement, quelle est la place que tu t'accordes à toi? C'est ça ma question. Quelle est la place que tu t'accordes à toi, ta vie personnelle? Parce que tu es tellement auprès de ces enfants, tu es tellement une maman pour eux, que est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi? D'accord. Alors, je vais répondre à la première question. Oui, désolé, je t'en ai envoyé plein de questions. C'est parfait. Mais, tu sais, lorsque tu portes un combat ou une cause, en fait, les gens regardent d'abord ce que tu reflètes, qui tu es. Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Et tu dois d'abord, et tu as l'obligation d'abord de commencer. C'est pas, j'ai envie de créer une association, tu crées, et sur le coup, tu veux que les gens participent. Tu dois être le pionnier. J'ai vendu mes bijoux. J'ai eu des temps de sacrifice. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et de personnes que j'ai perdues pour ce que je suis en train de faire. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est l'amour d'abord de ce que tu fais. Et quand tu as de l'amour, tu sais, même que ce soit le médecin, l'avocat, par exemple, prends l'exemple d'un médecin qui n'aime pas ce qu'il fait. Tu verras comment il traite ses malades. Un avocat qui n'aime pas ce qu'il fait, tu vois comment il traite ses malades. Une infirmière. Prends le corps de métier que tu voudras et regarde une personne agir. Tu sauras si c'est une personne qui aime ce qu'elle fait. Donc, c'est d'abord ce que tu dégages, ce que tu reflètes, ce que tu fais. Et tu attires les mêmes personnes. Et je dis bien les mêmes. Parce que les mauvaises viendront pour leur intention. Mais elles ne resteront pas parce qu'elles n'ont pas les mêmes intentions. Et ces personnes-là qui te voient, qui aiment faire le bien, qui aiment aider, tu les attires comme de l'acier, naturellement. Ils viennent, ils font leur part. Entre les membres de l'association, certains aujourd'hui sont mariés, sont pères de famille, d'autres mères de famille, mais tu les vois toujours sur le terrain, avec leur Lacoste bleu, allant dans les endroits les plus reculés du Sénégal, parce qu'on a fait plus de 3 fois le tour du Sénégal. Wow. En allant dans les endroits les plus reculés pour soutenir les gens. Et cette chaîne de solidarité, on l'a d'abord créée par amour. Les puits, on en a fait, c'est vrai, 100. Les mosquées, on en est à notre 6e mosquée qu'on a construite. Les centres d'accueil, lorsqu'on va dans les endroits les plus reculés, qu'on voit les femmes accoucher dans des conditions difficiles et qu'il y a une case de santé à côté qu'on n'utilise plus parce que déjà le bâtiment est vieux, il n'y a pas assez de médicaments. On construit une autre case de santé, on offre les médicaments et on le laisse entre les mains des matrones et du personnel médical. Petite enfance, il y a la maison de l'espoir. Éducation, il y a l'école de l'espoir qui arrive. C'est des millions. Donc, ça me permet de parler de la transparence. Lorsque tu me donnes ton argent et tu me dis, Sophie, je veux creuser un puits. Je creuse le puits. Tu es satisfait. Forcément, demain, quand tu auras envie de creuser un autre puits, tu reviens vers moi. C'est cette transparence qui installe une confiance entre toi et ces gens qui ont envie de t'aider. Et le 3e point, la foi. C'est-à-dire Dieu, encore une fois, je te l'ai dit au début, je répète, il mettra toujours sur ton chemin des gens qui viendront t'aider. Parce que comme on dit, tu vois, bëggé c'est quoi? C'est être une personne, comment le dire, gourmande côté financièrement. Oui. C'est-à-dire, tu pouvais avoir une organisation comme ça reconnue, tout le monde reconnaît ton visage, tout le monde t'aime pour ce que tu fais, tout le monde, entre guillemets. Et tu commences à accepter des contrats, peut-être des financements qui viennent d'ailleurs.
Mais non, j'ai toujours cru au financement participatif, au bon Dieu, à cette personne qui viendra vers moi parce qu'elle a envie d'aider tout simplement, qui n'a pas envie d'insérer des fonds de n'importe quoi dans mon organisation. Donc, au-delà de la confiance, de la passion et de l'amour, il y a aussi la foi. Donc, toutes ces personnes viendront. Parfois, on dit qu'ils le veuillent ou non. C'est comme s'ils sont envoyés par Dieu pour leur dire « Allez aider Sophie et ses camarades ». Et ils le font. Donc, c'est pourquoi il y a cette grande chaîne de solidarité. Et de belles âmes, j'en profite encore une fois pour rendre hommage à toutes ces personnes qui ont rendu possible ces projets que tout le monde voit, que tout le monde aime. Parce que c'est grâce à ces projets-là que je suis Sophie Gueye. C'est grâce à ces projets-là, grâce à ces milliers de sourires d'enfants qu'on a décrochés au Sénégal et un peu partout en Afrique, que d'autres jeunes aujourd'hui sont en train de reproduire ce qu'on est en train de faire. Donc, on en a inspiré. Je reçois tellement de messages touchants sur LinkedIn, des personnes qui ne sont pas de nationalité sénégalaise, qui te considèrent comme un cadeau du ciel et qui disent qu'ils te regardent tous les jours, qu'elles te regardent tous les jours pour pouvoir réaliser des projets chez eux. Donc, il faut aimer ce que vous faites. Aimez ce que vous faites. Soyez sincères. Persévérez et soyez constants. La constance, elle est importante parce que c'est grâce à ta constance que les gens respecteront ce que tu fais. Ouais. Parce c'est qu'effectivement, c'est sûr qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui peuvent se lancer dans l'associatif, Exactement. mais qui vont faire 6 mois, 1 an, qui vont se rendre compte que c'est difficile et qui vont abandonner et qui vont faire des promesses, comme tu dis, à des enfants et les laisser. Et une promesse faite à un enfant et qui n'est pas tenue, c'est une blessure qui est très, très, très profonde pour des enfants. Et nous sommes à notre 11e année. Et l'enfant, c'est pas n'importe qui. C'est la base de la vie. Avant d'être jeune, on a tous été enfants. On se rappelle de beaucoup de choses. Généralement, on devrait même ce qu'on n'a pas pu obtenir, essayer de donner ça aux enfants qui viendront. L'enfant, c'est un cadeau du ciel. J'ai l'habitude de les appeler les amis de Dieu. Parce que c'est vrai. Quand tu te réveilles le matin et que ta fille te donne quelque chose, regarde dans la journée si tu ne vas pas recevoir de l'argent. Si tu l'écoutes profondément, parfois, elle te donne des messages de peut-être même ce qui peut t'arriver après. Ils sont hyper intelligents. Ils sont des voies de communication du bon Dieu. Mais malheureusement, dans certains pays, c'est juste des enfants. Oui, parce que c'est des enfants, ouais. Tu sais rien, tu connais rien. Un enfant n'est pas juste un enfant. Prenez le temps de les remarquer. Prenez le temps de les écouter. Prenez le temps de les voir agir, surtout avant 7 ans. Surtout avant 7 ans. Vous verrez qu'un enfant, ce n'est pas n'importe qui. Man xale yi ñooy sama nawle, j'ai l'habitude de le dire. Ils sont entiers. En fait, quand ils t'aiment ou ils ne t'aiment pas. Un enfant ne peut pas mentir. Un enfant, c'est la pureté. C'est la pureté. Ouais. Lorsque tu fais le bien pour une personne, un adulte, il peut forcément l'oublier. Ou même avoir de l'ingratitude. Ou demain te faire un coup bas. Une personne à qui tu as aidé, pour qui tu as été là. Mais l'enfant ne fait jamais ça. L'enfant ne trahit jamais. Montrez-moi un enfant qui a déjà trahi. Je parle d'un enfant à l'état pur. Ils ressentent. Ils te donnent de l'énergie, de la force et de l'amour. C'est pourquoi ils sont importants. Pour en revenir à moi, ma vie, là c'est la deuxième question, etc. Tu sais, lorsque tu es dans un bureau et que tu as affaire à des papiers, bureaucrates, etc., tu peux être fatigué, prendre une pause. C'est ça. Prendre un café et dire ah ouais, tout à l'heure. Je suis fatigué. Ouais, je le ferai après. Des ordinateurs, same. Ouais. Peut-être tout ce qui n'est pas, voilà, tout ce qui n'a pas de vie. Ouais. C'est possible. Mais moi, je ne peux pas me le permettre. C'est ça. Parce que j'ai affaire à des humains. Ouais. Mais ce que je dis, et j'aime répéter parfois en Wolof avant de traduire, nit du foykaay. C'est-à-dire, si tu avais juste créé une asso comme ça, tu peux être fatigué,
dissoudre l'association, passer à autre chose. Moi, je vais au-delà d'une association. Je suis dans l'humanisme, l'humain. J'ai envie de créer des futurs adultes solidaires, sociables, qui aiment leurs prochains, qui peuvent donner sans rien attendre en retour. Tu veux savoir que si demain, tu n'es pas là, ça continue sans toi. Exactement. Et pour ça, je vais semer les graines dans ces enfants-là. Parce que comme on dit, les adultes, ay bantu yu waaw lañ. Oui, c'est déjà trop tard. C'est déjà pas que c'est déjà Ouais, trop tard, mais voilà. C'est beaucoup plus dur, en tout cas, de changer. Donc moi, je peux être fatiguée, mais je n'ai pas le droit de me reposer. On va se dire pourquoi elle dit ça. Et je sais de quoi je parle. Parce que la vie, elle n'attend pas. J'ai affaire à des humains. Il y a la maison de l'espoir. Les enfants doivent manger et boire. Est-ce que je dois être fatiguée parce qu'on m'a lancé un pic, on m'a dit quelque chose qui m'a fait du mal? Non. Si, physiquement, ça arrive. Je suis une personne, humain. Tu es une personne. Tu peux être fatigué physiquement. Parfois, ça m'arrive. Il faut que je tombe malade ou bien que je ne puisse pas me lever pour que je puisse comprendre que mon corps a besoin d'aide. C'est moi-même qui conduis à des 400, 500, 600 kilomètres aller-retour pour pouvoir juste aider certaines personnes à avoir accès à l'eau. Je conduis moi-même. Et en parlant de conduire, tout à l'heure, tu disais que ce soit les Sénégalais de l'extérieur ou ceux qui sont ici sont tellement prêts à tout pour toi. La voiture que je conduis, c'est une personne qui l'a achetée. Je ne manque absolument de rien grâce à ces personnes-là. Donc, je n'ai même pas besoin de toucher un seul franc de l'association parce que toutes ces personnes-là sont là pour te montrer qu'ils te soutiennent. Et qu'ils seront toujours là pour toi. Je peux partir au restaurant parce que c'est ce que j'aime faire, manger au resto avec mes amis. J'ai une vie de famille qui me comprennent aussi. Parce que lorsque je dis vie de famille, je ne vais pas aussi exagérer parce que je suis tout le temps avec les enfants et tout le temps sur le terrain. Mais alhamdoulilah, j'ai une famille qui me comprend. Mon père, par exemple, il me comprend. Il est aux États-Unis, parfois, il reste 3 semaines, 1 mois sans avoir de mes nouvelles. Mais il me dit, heureusement, je te vois sur les réseaux. Si c'était un autre papa, imagine. Bien sûr. Ma mère, elle vit à 2 pas. Parfois, elle ne me voit même pas. Mais elles savent. C'est de très, très, très lourdes responsabilités. Non, bien sûr. C'est très, très lourd. C'est pour ça que je te posais la question, parce que c'est ça que je me dis, c'est tellement de responsabilités que c'est ça. Est-ce que tu arrives à quand même être la jeune femme et avoir du temps pour la jeune femme que tu es, personnelle? J'essaie. J'essaie. Il y a tes amis qui t'invitent à manger, à des dîners d'anniversaire. Je sors. Mais jamais je ne mettrai même ma vie de jeune femme devant ce que je suis en train de faire. Juste pour répondre à ta question, ma priorité et toute ma vie, c'est ce que je suis en train de faire. Et mon bonheur aussi, c'est cela. C'est-à-dire, je peux me retrouver dans un restaurant en train de manger un très bon plat, écouter de la musique. C'est bon, ça me fait plaisir. Mais je suis encore beaucoup plus heureuse quand je vais à la maison de l'espoir et je vois les enfants courir à gauche et à droite. Donc, c'est ça mon bonheur. Donc, lorsqu'une personne me parle d'épanouissement, je lui dis, ça dépend de ce que tu appelles s'épanouir. L'épanouissement de Sophie n'est pas l'épanouissement de Olivier. N'empêche, je le fais. Je sors avec mes amis, je vais manger. J'ai une vie de jeune fille comme tout le monde, mais pas assez de temps pour suivre le rythme des jeunes filles de mon âge. Bien sûr. Et aujourd'hui, si on devait te demander, c'est quoi ton plus beau souvenir de tout ce que tu fais et de tout ce que tu as eu à faire? Si tu devais garder un souvenir, ça serait... Un souvenir? Ouais. Là, je suis sûr que tu en as tellement de beaux souvenirs, mais un qui t'a marqué fort, où tu t'es dit, je suis heureuse de réaliser ce que je fais. Les deux. C'est deux choses. Je vais prendre ces deux choses. La première, c'est la maison de l'espoir. C'est la maison de l'espoir. C'est la maison de l'espoir. C'est-à-dire, c'est un rêve devenu réalité. Là, comme tu as dit, depuis petite. Elle est là. Elle existe. C'est la maison pour les enfants. C'est un centre d'accueil pour enfants. C'est-à-dire, il n'y en a pas beaucoup en Afrique. Il n'y en a pas beaucoup en Afrique. Tu vas voir des gens, il y a des gens qui louent des endroits où les enfants sont accueillis. On l'a construit brique par brique. C'est la maison de l'espoir. Lorsqu'on l'a inauguré, j'ai dit,
on l'a fait. Ouais. On l'a fait. Et lorsque je ne serai plus là, Elle au sera moins, là. j'ai laissé un toit aux enfants. Ouais. Je ne sais pas. Peut-être demain, je n'aurai plus les moyens. Peut-être on va me lâcher. Peut-être je ne serai plus cette personne que je suis Mais aujourd'hui. ces briques que vous avez montées, elles seront là, elles ne bougeront pas. Mais j'ai laissé une maison pour les enfants. Au Sénégal, lorsqu'un parent ne voudra plus garder son enfant, et peut-être même lorsque l'État a des enfants qu'il n'arrive plus à avoir, parce qu'ils n'ont pas assez de centres d'accueil aussi, la maison est là. C'est la maison de l'espoir. La deuxième chose, c'est toutes ces petites filles qui portent mon prénom. Il y a beaucoup de petites Sophie au Sénégal. Ouais. C'est des gens qui donnent mon nom à leurs enfants. Ouais. C'est magnifique parce que ça montre que jusqu'à la fin des temps, pour certains, ton nom restera chez eux. Les réalisations, c'est la maison de l'espoir. Et lorsqu'on a construit une des cases de santé pour que les femmes puissent accoucher dans de bonnes conditions, la première fille qui est née dans cette case de santé-là porte mon prénom. Machallah. Donc, j'aimerais que toutes ces petites Sophies puissent grandir et devenir de belles âmes et impacter leur société. C'est un de mes vœux les plus chers. Ouais, c'est très très beau ce que tu dis. Merci. Et c'est quoi tes ambitions, je dirais, pour les 5 années à venir? Est-ce que tu planifies aussi loin? Est-ce que tu réfléchis déjà aussi loin à te dire, OK, mes objectifs dans 5 ans, dans 10 ans, c'est de faire ça, 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 ça? Oui. Ou est-ce que tu es plus dans, OK, pour le moment, c'est ça qu'on doit faire et on va sur ça? C'est-à-dire... Parce qu'il doit y avoir tellement de combats au quotidien que... Exact. Est-ce que tu es dans la capacité... Bon, oui, tu es dans la capacité parce que tu as réussi à construire la maison. La maison est un exemple. L'école que tu es en train de construire est un exemple. Mais est-ce que tu as déjà un plan de 5 ans où tu te vois? Dans 5 ans, tu te vois? Non seulement j'ai un plan dans 5 ans, mais j'ai laissé un plan d'action pour, par exemple, quand Sophie ne sera plus là. J'allais te poser la question sur ça. Quand Sophie ne sera plus là, par exemple, on ne sait jamais. Je peux mourir demain même. Oui, on ne sait pas. Voilà. Oui, il n'y a que Dieu qui sait. Ils trouveront comment continuer ces actions-là pour obtenir tel résultat. Tu as tout écrit. J'ai tout écrit. Machallah. Et mes objectifs, comme on dit, ne sortent pas entre ne plus voir des enfants dans les rues, l'obligation d'éduquer des enfants qui puissent aller à l'école, l'accès aux soins pour les personnes qui n'ont pas les moyens, ainsi de suite. Et pour chaque combat, il y a des plans d'action à mener pour cela. Et bien planifier. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les plaidoyers. Et il y a des plaidoyers en faisant des actions. C'est-à-dire, demain, quand tu creuses des puits et que le ministère de l'Hydro t'appelle, c'est parce qu'il y a un déclic. Au-delà de vouloir peut-être réguler ce que tu fais ou autre, c'est qu'il y a un déclic. Bien sûr. Et après, des interrogations viendront, ensuite des solutions. Il y a des solutions à des problèmes qu'on vit en société, dont on aura des solutions dans quelques années. Des problèmes dont on aura des solutions dans quelques années, à travers les actions que nous faisons. C'est-à-dire, on appelle à l'action, à nos autorités, à d'autres personnes, et lorsqu'ils verront, sûrement ils agiront. Et ainsi, des solutions vont naître à gauche et à droite. Et dans 5 ans, j'espère continuer effectivement à faire le bien autour de moi. Inch'Allah. Inch'Allah. Et pour ce qui est de mon destin, Dieu fera de moi ce qu'il voudra. Peut-être des gens te voient plus tard, peut-être les Racines de l'Espoir pourra devenir une ONG, parce qu'on a toujours des statuts d'association, une grande ONG. Parce qu'on fait déjà... On communique avec des ONG qui nous disent, mais vous faites... Vous faites plus même que oui, les c'est ONG. ça que j'allais dire, vous faites plus que nous déjà. Donc, lorsqu'on a une passion d'aider, il n'y a vraiment pas derrière des calculs d'ambition ou autre. On a juste envie d'impacter le maximum possible et d'apporter des solutions à des problèmes réels qui sont là, que ce soit aujourd'hui ou demain. Et tu vois, tu as soulevé un point, je voulais te poser la question, tu disais, si demain Sophie n'est pas là, parce qu'effectivement,
aujourd'hui, Sophie Gay est un nom fort, tu représentes quelque chose. Au-delà de maintenant ta personne, tu représentes une entité. Est-ce que tu formes dans tes équipes des personnes, comme tu disais, en marketing, en communication et autres, pour que justement, si demain tu n'es pas là, qu'ils puissent porter le flambeau, continuer et que Sophie Gay, le nom, reste aussi fort et aussi porteur de valeur et d'inspiration qu'il est aujourd'hui, tu vois. C'est les graines dont je parlais tout à l'heure. Je suis en train de semer ces graines-là d'abord chez les enfants. Ouais. Parce que ça a plus de rendement. Ouais. Je suis sûre qu'avec eux, lorsqu'ils grandiront, ils continueront. Les enfants que tu as actuellement, c'est eux que tu essayes de former. Ouais. Actuellement, que j'essaie de former. Pour m'expliquer, pas pour qu'ils deviennent des Sophie Gay, mais juste qu'ils puissent faire. Mettre les valeurs, en tout cas dans la tête. Les valeurs, ça c'est l'aspect pour les enfants. Ouais. Et pour la formation, effectivement, il y a des membres que je suis en train de former. Prenons l'exemple de la Maison de l'Espoir. Le membre qui supervisait les fins de travaux est actuellement la personne qui gère la Maison de l'Espoir. D'accord. Qui est là-bas quand je ne suis pas là-bas. D'accord. Et il est formé. Je fais aussi du mentorat. C'est-à-dire, il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent pour des séances de mentoring. Et ces jeunes-là pourront porter le flambeau demain. Et pour finir, des sessions de formation que je ferai dans le futur, que ce soit dans les universités ou autres, pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de bénévoles, de volontaires dans ce qu'on appelle l'engagement communautaire, au-delà de ma personne. Je veux que ce soit des valeurs que les jeunes et les enfants porteront. Parce que le nom, comme tu le dis, est déjà là. Les gens t'apprécient. Il y a même des gens qui ont envie même de devenir Sophie. Oui. Mais l'essentiel pour moi, c'est de transmettre. Transmettre ces valeurs-là. Et demain, d'autres personnes pourront avoir une main qui pourra les relever lorsqu'ils seront à terre. Voilà. Mais il y a des formations et des graines qu'on sème avec nos petits bouts de chou parce que j'ai très confiance en la petite enfance, moi. De toute façon, je pense que même involontairement, même si tu ne les formais pas volontairement, le fait de te voir, te battre tous les jours, le fait de te voir dans ce combat perpétuel, ces enfants-là, comme tu le disais tout à l'heure, ils l'enregistrent. Et peut-être que demain, un de ces enfants sera président. Amen. Un de ces enfants sera directeur d'une très grosse société et tout, et sera capable d'impacter. Amen. Parce que c'est ça, je ne veux pas que les gens interprètent mal ce que je dis. C'est pour ça que quand je dis quand tu formes ces enfants, c'est pas les former genre, allez, on s'assoit pour qu'une association, il faut lever de l'argent. Non, les former, c'est plus les former sur les valeurs. Je suis d'accord. Que tu représentes, les former sur les valeurs de qu'est-ce que c'est que cette maison. Tout à fait d'accord. Et pour que demain, quand ils deviendront des adultes complets et compétents, ils seront capables de revenir vers cette maison pour aider les prochains enfants qui viendront. C'est exactement ce que nous faisons. Ouais. C'est exactement ce que nous faisons. Non, c'est magnifique, c'est magnifique. Et pour terminer un petit peu cette discussion, parce que j'ai pas envie de prendre tout ton temps, je sais que tu as beaucoup de choses à faire et tout, mais je prends beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Pareillement, vraiment pareillement. Qu'est-ce que les gens qui aujourd'hui nous écoutent ou regardent le podcast, qui auraient envie d'apporter leur pierre à ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui? C'est te contacter sur les réseaux? Effectivement. Déjà me contacter sur les réseaux, voir ce que nous faisons et voir la partie qui les intéresse. Parce qu'en fait, le social est très large. Par exemple, vous allez voir une personne qui a envie d'aider pour les puits, l'accès à l'eau, une autre intéressée par la Maison de l'Espoir, mais aussi et surtout venir faire du bénévolat à la Maison de l'Espoir. Parce que c'est une maison qu'on a créée pour que les gens puissent aussi venir passer du temps avec les enfants. Sorte d'échappatoire aussi. Parfois, dans la vie, on ne va pas bien. On a juste envie de s'évader. Venez vous évader à nos côtés, à côté des enfants. Parce que c'est important. Amenez vos enfants. Parfois... C'est ça que j'allais te dire. Dis-moi quand est-ce que Karel, moi et Kélina, on peut venir. Ça me fera plaisir. Amenez les enfants parce que ça montrera aussi à vos enfants que parfois, ils ont une chance que les autres n'ont pas.
Tout à fait. Ce n'est pas montrer à vos enfants des vidéos Oui. ou seulement expliquer. Oui. Parfois, la réalité est importante. Oui. Regarde, tu vis avec papa et maman, Oui. on est bien. Non, regarde tes enfants, etc. Ça me fera plaisir de recevoir des enfants, de recevoir des dons. Pour les dons en nature, c'est, comme vous le savez, lorsqu'on a des enfants, on a besoin de les nourrir. Ce besoin est là, du riz, tout ce qui va, les denrées de première nécessité. Et des dons en espèces, vous pourrez tout trouver sur nos plateformes. À défaut de trouver sur nos plateformes, vous nous faites un mail sur lesracinesdelespoirsénégal@gmail.com. Sinon, moi, Sophie, je suis sur les réseaux. Je pense que tu pourras Bien partager sûr. mes réseaux. Bien sûr. Et le plus important, c'est que même si vous ne le faites pas avec Sophie, faites le bien autour de vous. Ouais. Faites le bien, faites le bien. Le bienfait n'est jamais perdu. Et on n'est pas dans la vie pour vivre que pour nous. Non, je suis mariée, je m'appelle Sophie, j'ai grandi, j'ai fait mes études, j'ai mon mari, j'ai mes enfants. Ah, je m'appelle Olivier, j'ai grandi, j'ai fait mes études, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Il y a une partie de nous qui appartient aux autres, qu'on le veuille ou non. La preuve, en venant au monde, on a été aidés. Que ce soit par notre propre maman en poussant, ou d'autres personnes pour couper le cordon ombilical. Et à notre mort, aussi fort, aussi puissant, aussi fameux, aussi star qu'on est, il faut qu'on nous aide pour laver notre corps et nous amener jusqu'à ce qu'on dans notre tombe. Donc, de la naissance jusqu'à notre mort, on ne peut pas vivre juste comme ça. On doit toujours voir l'impact qu'on peut avoir dans la vie des autres, l'impact positif, bien sûr, dans la vie des autres. Parce qu'on doit vivre comme ça. On est né pour vivre comme ça. On est né pour s'entraider. Qu'on n'oublie pas cet aspect important de la vie et qu'on donne cette partie de nous qui appartient aux autres. C'est très, très puissant ce que tu viens de dire. Merci. J'en ai la chair de poule. Tu es trop gentil. Non, c'est très, très puissant ce que tu dis. Et c'est vrai que tu le dis très bien. Je l'avais jamais vu comme ça. Je l'avais jamais réalisé comme ça. C'est vrai que quand on sort pas seul. On a besoin des autres. On a besoin de comme tu dis, de la maman, des médecins, de tout le monde. Quand on part pas seul. On a besoin des autres pour pouvoir partir en paix. Ah ouais. Et c'est très puissant et c'est très, très fort ce que tu viens de dire. Vraiment très, très fort. Merci. En tout cas, je sortirai de cette discussion très inspiré, très ému. Je te remercie encore d'être venu, d'avoir partagé avec nous. C'est moi. Ce que tu réalises aujourd'hui, c'est impressionnant. Merci beaucoup. On te souhaite de réaliser encore plein de belles choses comme ça. Amen. Amen. De pouvoir t'accompagner dans ces projets, que ce soit... Juste pour ajouter, je pense que les gens qui veulent t'aider aussi, ne serait-ce que partager ce que tu fais. Surtout. C'est déjà un premier pas. Il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah, mais moi, j'ai pas assez d'argent pour donner » ou en ce moment, ou « j'ai pas assez d'argent pour acheter ci ». Ne serait-ce que partager ce que tu fais dans leur entourage peut faire que quelqu'un d'autre va voir et va aider. Donc, n'ayez pas peur de partager ce qu'elle fait, n'ayez pas peur d'encourager, de mettre des commentaires, de mettre des likes et tout, parce que le but, c'est de donner un maximum d'exposition à tout ce qu'elle fait et de pouvoir donner ce sourire à ses enfants, leur donner tout ce dont ils ont besoin. Et vraiment, honnêtement, avec Karel et Kélina, c'est important pour moi qu'on vienne et qu'on puisse donner de nous-mêmes à ces enfants et pouvoir passer un moment ou des moments avec eux. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup, Sophie, d'être venue. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci pour le temps accordé. Et j'espère que tu passeras le salam et un gros câlin à Karen et Kélina. Avec grand plaisir. Et comme je dis toujours, en mettant la lumière sur certaines personnes, c'est de la solidarité. Bien sûr. C'est de l'amour aussi pour son prochain. Continue. Amen. Et merci beaucoup. Je suis là et je serai toujours là en cas de besoin. Inch'Allah. Et puis de toute façon, dans 5 ans, Inch'Allah, tu reviens t'asseoir ici pour me dire qu'Olivier, j'ai construit 10 écoles. Amen. Amen. J'ai construit 20 maisons des enfants. Amen. Et tu vois, et qu'on fasse le bilan et qu'on grand dise voilà. merci aussi à toute l'équipe qui travaille avec toi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous. Merci à la team des Incroyaux. Portez-vous bien et on se voit très vite pour un nouvel épisode du Off Show. Peace. Allow me to reintroduce myself. My name is Ho.
Show.